Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Aflac Incorporated? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Je pense ici, Aflac, c'est une compagnie ici qui est c'est un dividende aristocrate, si je ne me trompe pas. Donc, n'oubliez pas, on a une série sur les dividendes aristocrates ici qu'on a commencé il y a quelques temps. On n'a pas encore terminé ici, mais voilà, on est presque vers la fin, d'accord? Donc, c'est un dividende aristocrate ici. Donc, on va essayer déjà de regarder ici sur le NOBL pour vérifier si c'est un dividende aristocrate, donc qui est dans l'ETF en question. Donc, dividende aristocrate de ProShare. D'accord, on va aller regarder ça rapidement ici. Donc, pour ceux qui veulent investir sans trop se casser la tête, et généralement qui aiment les dividendes ou bien qui aiment les dividendes aristocrates, allez-y sur les ETF. N'achetez pas des actions individuelles si vous n'êtes pas prêt à faire le travail nécessaire. Ok, n'oubliez jamais ça. Ok, donc, Aflac, dividende aristocrate, tant mieux. Ok. Donc ici, nous avons une compagnie d'assurance. Je vous rappelle une chose, compagnie d'assurance, elle exerce où moyenne, la majorité de son revenu ici vient du Japon. Donc, n'oubliez pas. Quel type d'assurance? Est-ce que c'est assurance vie, assurance santé, etc. OK? Donc, vous savez que je n'aime pas les compagnies financières en général. D'accord? Et les compagnies d'assurance et les banques en particulier. Je ne les aime pas du tout. OK? Notamment parce que le risque qu'on assume ici aujourd'hui, si on l'a mal, comment on dit ça? Si le risque a été mal étudié, je dirais pas étudié, mais s'il a été mal calculé, on va se retrouver avec d'énormes pertes. D'accord? Faites attention à ça. OK? Donc ici, imaginez par exemple qu'on avait fait par exemple une police d'assurance pour les grippes hivernales et qu'on avait peut-être mis le Covid à l'intérieur et que du jour au lendemain, on se rend compte que énormément de personnes ont été affectées alors qu'on n'a pas assez d'argent présentement pour payer pour les dépenses. On va se retrouver dans une situation assez compliquée. Donc ici, non seulement il faut regarder si l'entreprise a régulièrement des bénéfices nets, d'accord? Donc généralement les premiums moins les dépenses liées les dépenses liées ici à l'exécution des polices d'assurance ici nous permettent d'avoir des bénéfices nets stables et croissants. Également, le volet investissement, est-ce qu'il est rentable? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on investit? Est-ce que cet argent-là est investi où? Littéralement, est-ce qu'on gagne de l'argent dessus? OK? Parce qu'une compagnie comme les assurances sont des compagnies d'investissement ici. So, ici, voilà, je pense que on va aller très très rapidement parce qu'il y a une seule manière pour moi, en tout cas pour les compagnies d'assurance, pour moi, je regarde essentiellement, généralement, le bénéfice net ici, d'accord, hormis de regarder le revenu ici qui est stable, donc je regarde ici la marge déjà des bénéfices nets, est-ce qu'on a une certaine stabilité, ok, donc qu'est-ce qu'on constate ici? On voit que les marges des bénéfices nets augmentent de plus en plus, pourtant, qu'est-ce que vous constatez? On remarque quoi ici? On remarque que les revenus sont stables, mais les marges ne font qu'augmenter. C'est un bon signe, d'accord? C'est-à-dire que nos polices d'assurance, voilà, par rapport au paiement de ces polices d'assurance, nous, on marge de plus en plus, d'accord? C'est une bonne chose. Ça peut montrer ici qu'on arrive à bien calculer le risque ici. Ça peut également montrer que en termes de coûts d'exploitation, on arrive à peu près à se maintenir, ok? Donc, avoir à peu près une organisation très efficiente. Donc, en termes ici de return on equity, donc c'est très important le return on equity sur les compagnies d'assurance, les banques également, ça dépend également de quel type de banque, attention. Donc pour le return on equity ici, je recherche quelque chose qui serait aux alentours de 10% en montant. Vous voyez que cette compagnie ici, en moyenne, je dis bien en moyenne, et je prends ici la médiane sur les 10 dernières années, nous avons à peu près 14%, sur les 20 dernières années, on avait 17%, donc on est en diminution ici par rapport aux 20 dernières années, donc attention. Avant, on avait 17, maintenant on a du 14%. Pourquoi? Posez-vous les bonnes questions. Sur les 5 dernières années ici, on a 13,82%. Sur les 3 dernières années ici, on a à peu près 13,82% également. Donc, à peu près, on arrive à se maintenir. Ça reste toujours au-dessus de 10% ici, c'est assez correct, alors que les revenus sont à peu près stagnants ici. Mais il faut également voir que ces revenus-là soient impactés par le taux de change, etc. Parce que la majeure partie de son business ici, c'est au Japon. OK? Même si c'est une compagnie américaine. Donc, maintenant, comment l'évaluer ici? Encore une fois, on prend les actifs tangibles net par action, tangible book value per share, et on essaie d'acheter l'entreprise à un prix inférieur ou égal aux actifs tangibles par action, tout en favorisant une entreprise qui a l'habitude d'augmenter ses actifs tangibles par action.
En date d'aujourd'hui, les actifs tangibles par action ont une valorisation aux alentours des 38 dollars l'action. Et on est présentement en baisse par rapport à ce qu'on a connu en 2021 ici. D'accord, de 50 à 38. La baisse ici peut être due à plusieurs choses. Ça peut également être dû au taux de change ici. Faites attention à ça. D'accord? Donc, en date d'aujourd'hui, si moi je vais acheter cette compagnie, si je ne dépense pas plus de 38 dollars pour l'acheter. OK? Idéal, je ne paye pas plus de 38 dollars ici. Et encore, si vous voulez l'évaluer par rapport à son price to earning ici, on prend le price to earning ici, on regarde à peu près, c'est une entreprise qui va s'échanger généralement à 10 fois les bénéfices. Franchement, compagnie d'assurance là, n'essayez pas de payer plus que 10 fois les bénéfices. Ça, très souvent, ça cale au coup. Donc, sur les 20 dernières années, on a à peu près à 10 fois les bénéfices. Sur les 20 dernières années, on a à peu près à 12 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, nous avons à peu près 10 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, nous avons à peu près 10 fois les bénéfices. OK? 10 fois les bénéfices sur un revenu de combien en date d'aujourd'hui? Donc, techniquement, ici, si on prend ici les bénéfices nets, on prend ça ici, net income, donc EPS, earning per share ici, dilute, sur les 12 derniers mois ici, on a à peu près des earnings per share de 7,81. Donc, à 10 fois les bénéfices, on sera à peu près correctement évalué ici. D'accord? Vous allez me dire, oui, mais tu as dit tout à l'heure qu'il faut regarder les actifs tangibles net par action. Oui, c'est exactement ce que j'ai dit. Donc, normalement, si vous prenez les actifs tangibles net par action ici, si vous prenez cette entreprise ici, d'accord, en prenant en considération le revenu actuel ici, net income, net income, OK, on est à peu près à 5 milliards ici. Donc, vous faites 10 fois 10 moins la dette nette ici. On arrive à peu près, c'est 50 milliards moins 6 milliards, ça donne à peu près ici, à peu près 50 moins 6. On est à peu près à 44 milliards. 44 milliards ici, divisé par le nombre d'actions, d'accord? Nous avons un nombre d'actions qui diminue ici. Donc, le nombre d'actions ici est à peu près de combien? Nous avons ici à peu près aux alentours de 632 millions d'actions. Donc, 44, d'accord, divisé par 0,632, ça donne ici 70 dollars l'action. Donc, cette entreprise sera évaluée aux alentours de 70 dollars l'action. Mais vous allez encore me dire, mais tu avais dit tantôt qu'il ne faut pas regarder à 70 dollars l'action, il faut l'acheter au niveau de ses actifs tangibles par action, aux alentours de ses actifs tangibles par action. Oui, c'est vrai. Dans le sens où, en fait, il y a beaucoup de choses qui pourraient mal tourner. Donc, généralement, pour se protéger, on l'achète à la valeur de ses actifs nets par action. Parce que le marché, en général, quand vous regardez bien, tôt ou tard, il va finir par payer les actifs tangibles nets par action. OK? Surtout en période où de grande incertitude. Vous remarquez ici que d'habitude, le marché paye combien pour ce genre de compagnie ici? En médiane, sur les 20 dernières années, le marché paye combien? Le marché paye 1,8 fois, 1,7 fois les bénéfices. Mais quand vous regardez ici, par exemple, à une fois les bénéfices, excusez-moi, à 1,7 fois les actifs tangibles par action. Donc ici, à une fois les actifs tangibles par action, c'était en quelle année? 2008 et à peu près à ce niveau-ci aux alentours de 2020 par là. Donc en période d'incertitude, on aura tendance à aller aux environs des actifs tangibles nets par action. On aura tendance à s'échanger à ce niveau-là. Donc, je ne dirais pas ici que l'entreprise est surévaluée, mais idéalement, le prix d'acquisition ici pourrait être aux alentours des 38-40 dollars l'action. Attention, c'est également quelque chose qui croît par an ici. Donc, si vous regardez ici le tangible book value per share ici, il a également tendance à augmenter, mais il augmente pourquoi? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. N'oubliez pas qu'il y a le rachat d'actions ici, d'accord? Et le rachat d'actions peut avoir une influence sur le tangible book value par action. Donc, il faut regarder le tangible book value ici en termes de volume au total, d'accord? Vous voyez ici que sur les 20 dernières années, on était aux alentours de 6 milliards. Aujourd'hui, on est à 24 milliards, ok? Quand on va regarder en termes de croissance ici, qu'est-ce que ça représente? Year over year growth ici, ça donne à peu près combien ici? En moyenne, donc je prends ici la moyenne à ce niveau-ci. Parce que quand on prend la moyenne, c'est mieux. Donc, en moyenne, ici, sur les 20 dernières années, c'est 10%. Sur les 10 dernières années, c'est 8%. Sur les 5 dernières années, c'est 7%. Normalement, ça doit croître au même niveau que le return on equity ici. Mais ici, n'oubliez pas que le calcul du return on equity ici, c'est équité. D'accord? Donc, c'est-à-dire que actif net, actif moins passif, ce qui reste ici, c'est l'équité ici. Et le numérateur ici, c'est le bénéfice net. D'accord? Or.
Dans le bénéfice net, il faut enlever encore le dividende. Il faut enlever le dividende et c'est exactement ça qui devrait rentrer ici dans le bilan de l'entreprise, d'accord? Donc, quand on va enlever le dividende ici, ça va rentrer dans le bilan de l'entreprise et ça va influencer positivement le tangible book value per share ici, ok? So, ce qui veut dire que, notamment, le net income, on ne le reçoit pas en totalité, on reçoit juste une partie. Donc, c'est pour ça qu'on aurait une certaine variation ici. N'empêche que, sur les 5 dernières années ici, le tangible book value a augmenté de 7 à 8% par là. Donc, si on te dit ici que bon, ça va aller sur les 5 prochaines années, on aura du 7% en moyenne. Je ne sais pas si ça sera le cas, mais on peut déjà essayer de faire une estimation ici. Donc, si on a du 1,07% ici, même si c'est 8%, je prends 7%, multiplié ici par $38, donc on va l'arrondir ici à $39 l'action ici, $39 ici de book value ici. De tangible book value, ça fait à peu près $55. Je n'ai pas dit book value, j'ai dit tangible book value. Et si vous allez regarder le book value ici, lui, il est croissant par contre. Mais c'est le tangible book value qui m'intéresse parce que le book value peut être influencé ici par les goodwill, par les actifs intangibles. Et ça, je ne veux pas. Donc ici, on a $55 l'action. Donc idéalement, je dirais, l'entreprise n'est pas surévaluée en date d'aujourd'hui. Je dirais qu'elle est correctement évaluée en date d'aujourd'hui par rapport à ce qu'elle rapporte ici. D'accord? N'oubliez pas également ici que les bénéfices nets ont tendance à croître. Ici, il faut également regarder pourquoi est-ce que ces bénéfices nets, les net income ont tendance à augmenter alors que les revenus sont à peu près stables. OK? C'est très important. OK? So, on se dira que Aflac est correctement évalué. Le dividende, elle peut continuer à payer ce dividende-là. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Parce que si on prend la différence entre le bénéfice net ici par rapport au prix ici actuellement, ici aujourd'hui, on va se dire ici qu'on est aux alentours de 5 milliards. 5 milliards divisé par la capitalisation boursière actuelle ici. Donc quand on fait 5 ici divisé par 44 ici, ça fait à peu près un rendement de 11%. Donc un rendement de 11% ici est totalement typique pour les compagnies d'assurance. D'accord? Donc on ne va jamais... je pense qu'on ne va pas souvent au-delà du 10% par là. Donc c'est pour ça que je dis qu'on est correctement évalué. C'est pas comme les autres entreprises, notamment parce que le risque est énorme ici. Donc, Aflac correctement évalué en date d'aujourd'hui, le dividende pourra continuer à être croissant, il peut même atteindre les 11% par là, donc ça sera, je pense que pour les années à venir, on a quelque chose au moins qui pourra continuer à croître par rapport au prix d'acquisition actuel. Si vous arrivez à l'acheter aux alentours de $38 l'action, vous allez voir que votre dividende va peut-être augmenter aux alentours de $5 par rapport à votre coût d'acquisition. Donc, n'oubliez pas, en période difficile ici, c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment acheter ce genre de compagnie ici. Donc, si ça vous intéresse ici, je ne dis pas que pour ceux qui aiment faire le DCA, par contre, ça pourrait être une bonne chose, mais lisez vos rapports financiers de toutes les façons. Ici, on ne fait pas le DCA, on fait du DVA, Dollar Value Average, donc on achète uniquement parce que l'entreprise est correctement ou sous-évaluée, d'accord? Tout en regardant ici les perspectives d'avenir à long terme et les risques à court terme, ok? Donc, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement, et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et j'ai exactement fait exprès de prendre des raccourcis dans cette évaluation-ci. Donc, pour les plus pointilleux ici, pour ceux qui savent analyser les compagnies d'assurance ici, vous savez que j'ai pris un gros raccourci ici, mais on n'est pas très très loin de toutes les façons. On parle le même langage en parlant des actifs tangibles net par action ici et en parlant de bénéfices net par action, mais ça ne se limite pas, enfin, en termes d'évaluation, on est à peu près tout ici, mais en termes d'efficience, etc., je pense qu'on aurait pu aller plus loin que ça. Donc, ça, c'est votre rôle, d'accord? Allez-y creuser un peu plus, même si je sais que beaucoup de gens ne vont pas le faire. Mais bon, ça a vos risques et périls. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.